On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Jamais 2 sans 3, l'aréna Marcel Larocque à Iberville s'inscrit à nouveau au concours national Craft Hockeyville. On a jusqu'au 3 avril pour aller écrire de petits mots pour renflouer cette candidature. C'est quand même en jeu un match pré-saison de la Ligue nationale, de même que 250 000 $ pour des travaux. Mais d'abord, parlons de violence psychologique et de remèdes par les chevaux, l'expérience de vie de notre auteure, Lise Pratt. Parlons de violence psychologique, parlons des remèdes pour s'en sortir. Peut-être un ici qui est cité en exemple dans ce livre, qui est celui de l'approche par les chevaux. Je vous présente notre invitée. Elle est auteure, conférencière, coach, mentor, avocate. Elle a travaillé longtemps aussi en grande entreprise. Il s'agit de la Joannaise Lise Pratt. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un deuxième bouquin parce qu'on s'était vu il y a quelques semaines sur ton bouquin sur le cannabis, oui. Si on veut. Oui. Ou en fait, comment je pourrais dire, l'industrie du chanvre, oui, qui portait beaucoup là-dessus. Mais là, on est complètement ailleurs. Ça n'a aucun lien entre les deux ouvrages. Totalement, oui. De toxique à tonique, la liberté derrière la porte. Explique-nous un peu les raisons pour lesquelles tu t'es lancée dans ce projet-là. C'est que moi, j'ai été avocate, oui, pendant plusieurs années, et j'ai siégé longtemps sur des comités de conditions féminines. Donc, pour aider les femmes à se retrouver dans le milieu du travail, à partir des entreprises, et beaucoup les conditions de la femme. Alors, et quand il était question, même pour la rédaction de la loi sur l'égalité, on a un comité qui a travaillé là-dessus. Donc, pour moi, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et je voyais les annonces, pas les annonces, mais à la télé, les féminicides, un après l'autre. Marquant cette année. Là, l'année passée. Alors moi, là, ça t'a fait exploser, quoi? Oui. Là, j'ai fait, non, c'est pas vrai. Où on est rendu comme société, au Québec particulièrement, qu'on ait 14 féminicides dans la même année, puis presque dans 6 mois, là, mettons 9 mois. Non, là, on a besoin de ressources, mais on a surtout besoin de comprendre, et je l'ai appelé la violence psychologique parce qu'à la base, pour moi, toute forme de violence, il y a une portion psychologique. Et s'il y a des gens qui sont près de moi, qui me connaissent personnellement, qui ont dit, ben là, c'est le temps de sortir ton histoire. Tu dis que c'est un mélange de colère, d'indignation, d'incompréhension. Ça, oui, c'est ces nouvelles d'actualité qui, malheureusement, ont montré une augmentation importante du nombre de féminicides au Québec. Oui. Mais tu dis, et ces deux paragraphes-là en disent long, tu dis « Qui suis-je? J'ai eu une vie professionnelle florissante dans différents milieux. » Bon. Mais tu dis, derrière la porte, derrière cette belle carrière, la femme qui s'y cache est une femme blessée, apeurée, affaiblie par des relations toxiques tout au long de sa vie. Oui. Donc, tu ressens ce besoin maintenant de parler de ton histoire? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de statut, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'éducation. J'ai déjà j'ai un homme, entre autres, à un moment donné, qui m'a dit, mais oui, mais c'est des femmes qui n'ont pas qui n'ont pas d'éducation, qui sont pas vraiment intelligentes. Non, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment les liens affectifs. Alors, ça part de très tôt, dès l'enfance. Bien, on regardait un cas qui a peut-être marqué un peu l'actualité, c'est celui de Laurence Jalbert. Oui. Laurence Jalbert, quelqu'un qui est idolâtré au Québec, chanteuse bien connue, tout ça. Et là, on se dit, elle a subi de la violence conjugale pendant 10 ans de sa vie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que notre Laurence à nous a pu s'embarquer là-dedans pendant aussi longtemps? Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui a un statut social dans notre société important, elle est connue, vedette et tout ça. Donc, elle, ça l'a touché. Donc, ce que tu dis, dans le fond, c'est qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, peu importe, il n'y a pas de discrimination. Absolument. La violence, elle frappe partout. Partout. C'est insidieux. Et ça, Laurence, elle le dit souvent. C'est insidieux, ça se passe au quotidien, dans la relation intime. Bon, et ton histoire à toi, c'est quoi? Bien, moi, je suis... Quand j'étais jeune, moi, mon père venait d'une famille d'éleveurs et de dompteurs de chevaux. Alors, les enfants, ça se dompte comme des chevaux. C'était pareil.
OK? Ça part comme ça. Ça pouvait ressembler à quoi? Ben, de la violence physique, de la violence psychologique, des phrases comme, ben, t'es rien qu'une fille, tu y arriveras jamais, puis t'es idiote. Mais pendant qu'on subit ça comme enfant ou adolescent, est-ce qu'on se rend compte que ça n'a pas de bon sens ou on se dit, ben c'est ça la vie, c'est comme ça que ça marche? Non, parce que ces milieux-là, c'est fermé. Il n'y a pas d'amis qui rentrent dans ces maisons-là. OK? C'est vraiment fermé. Tu veux pas que tes amis viennent à la maison, puis les parents veulent pas non plus. OK? Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Mais ça se passe à l'intérieur. C'est hermétique. C'est totalement hermétique. Et tu le reproduis dans tes relations amoureuses. Tu t'en rends même pas compte. Frères, sœurs? Frères, sœurs, dans certains cas. Nous, c'était beaucoup plus avec les parents. Là. Mais oui, les frères et sœurs vont reproduire les mêmes comportements. J'ai un frère qui était schizophrène, puis il battait le plus jeune. C'était dans... Donc, tu remarques que les gens de ton entourage ont pu, à divers niveaux, reproduire un peu ce qu'ils avaient subi, c'est ça? Oui, oui, oui. Puis il y en a qui deviennent, qui continuent la violence. Puis il y en a qui disent non. Mais une fois dans la vie adulte, comment ça s'est passé pour toi là, dans la jeune vingtaine, trentaine, quarantaine? Pas capable d'établir des relations saines, intimes. Au niveau du travail, c'était pas un problème. Moi, là, tout seul dans un monde d'hommes, j'opérais, là. J'avais pas peur de ça, là. Mais quand j'arrivais dans la relation intime, là, je perdais mes repères, là. Là, je savais pas comment. Et je voyais pas. Je me souviens, et je le raconte là-dedans, vers 35, 37 ans. J'ai à ce moment-là un conjoint, puis il est d'une douceur, et moi, je le regarde, puis je dis, mais je sais pas c'est quoi la douceur. Il me regarde, il me dit, de quoi tu parles? Je dis, pour moi, quelqu'un qui est doux avec moi, il y a quelque chose derrière la tête, il veut quelque chose d'autre. Et là, il me dit, OK, regarde la douceur que tu as avec ton fils. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était, parce que j'étais capable dans cette circonstance-là. Mais ailleurs, je ne la voyais pas. Et là, aujourd'hui, à bientôt 72 ans, je me permets de le dire parce que c'est écrit en arrière du livre. As-tu fait du bout de chemin? As-tu progressé? As-tu changé? J'ai énormément changé. C'est sûr que j'ai suivi diverses thérapies. Vous en avez une panoplie là-dedans. Mais moi, ce qui m'a vraiment sorti de cette... Puis moi, je portais une rage. Parce que je suis née dans un contexte où on voulait pas de filles puis on voulait pas d'enfants. Oui, ça part avec deux prises, là. Ben, c'est ça. Fait que là, pour moi, c'était, je vais toujours être tout seul, puis je vais m'organiser avec mes affaires, puis... Alors, je pars avec... Mais c'est pas une colère, c'est une rage de vivre, une rage de... Moi, je me suis lancée dans des aventures complètement folles, là, je veux dire, peur de rien. Mais pas... souvent, pas en action, mais en réaction. Là, tu parles de thérapie pour s'en sortir, dont une qui est ce que toi, tu appelles la thérapie par les chevaux. Oui. Parce que dans les autres thérapies, c'est sûr, on se raconte beaucoup. Avec les animaux, oui, il y a une certaine... on peut faire de la zoothérapie, mais le cheval, c'est différent. C'est encore plus efficace parce que... Et là, je ne parle pas des chevaux qui sont domptés. Bien, c'est vrai, je m'en allais te poser une question là-dessus, parce que là, je me dis, tu nous racontes en début d'entrevue que ton père vous élevait comme il élevait ses chevaux. Donc, en quoi, là, tu t'en vas vers les chevaux qui auraient pu symboliser quelque chose d'assez négatif, là? Totalement l'inverse. Un cheval qui n'est pas dompté, qui n'est pas monté, qui n'a pas été humanisé, il est une proie dans son environnement. Il ressent tout ce qui se passe. Il a une connexion avec l'humain qui est sans mots. On appelle ça le langage du ressenti. Mais quand tu étais jeune, est-ce que tu détestais les chevaux? Non. Jamais? Jamais. OK. Jamais, non. J'ai même eu mon cheval.
On OK. disait que c'était mon cheval, là. Puis finalement, il ne voulait pas courir. Et pourquoi tu t'es tourné vers la thérapie avec les chevaux pour t'en sortir? Bien, je savais que ça existait. Je connaissais ce troupeau-là. Je connaissais les propriétaires. Je connaissais la méthode. Je l'ai vu évoluer. Et pour moi, je trouvais que c'était à cet endroit-là le plus efficace. Parce que j'en ai suivi d'autres avec d'autres endroits. Je suis même allée en Ontario avec des spécialistes. Mais les chevaux, leurs chevaux étaient dans des stalles. Ils étaient quelque part domptés. Alors que le troupeau dont je parle, l'efficacité de ce troupeau-là, c'est qu'ils sont libres. Ils n'ont pas des stalles pour se coucher tous les soirs avec un beau tapis, là. C'est pas ça du tout. Ils sont en connexion avec toi. Et si tu portes la colère, je te donne un exemple, ils vont la ressentir, mais eux ne la gardent pas. Ils vont se rouler, ils vont babiner, ils vont... Ouais. Tout ce que peut faire un cheval, là, quand il n'est pas à l'aise, parce qu'il ne garde pas. Puis nous, les humains, bien, on met ça dans un sac à dos, puis on en remet une autre fois, puis une autre couche, puis une autre couche de colère. Puis à un moment donné, on explose. Et là, ça fait combien d'années que tu es en relation avec les chevaux? Ceux-là, de façon plus intense, j'ai fait comme 2 ans et demi, là, OK. régulier. Donc, c'est quelque chose que tu recommanderais? Absolument. Il y a d'autres Absolument. thérapies aussi, Il pas y a juste d'autres celle-là. thérapies. C'est une thérapie qui est très efficace, notamment pour les chocs post-traumatiques de l'armée. Oui, c'est vrai. Il y a c'est des très vrai. cas vraiment où on a utilisé cette thérapie-là parce que c'est pas le langage. C'est pas je me dévoile puis je cherche en dedans. C'est autre chose. C'est vraiment une connexion avec toi. Puis tu peux pas passer à côté, là. Est-ce que ce livre-là est libérateur? Parce que c'est un peu une mise à nu aussi, là. Oui, très. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la liberté derrière la porte. Parce que oui, ça libère. Moi, la rage est partie. Et on a des tests. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard, effectivement. Et je vois plus les choses de la même façon, dans le sens que j'aborde plus avec cette rage. Elle est partie. Et je le raconte là-dedans. La journée où c'est arrivé, j'ai 6 chevaux sur 9 qui se sont roulés devant moi. Et j'ai dit merci, vous venez de libérer presque 70 ans. De fardeau. Oui. Et là, je pleurais. C'est pas peu dire, mais c'est vraiment ça. Et ensuite, on a des tests. Et j'ai quelqu'un qui ne m'avait pas vu depuis 20 ans, une thérapeute, qui est assise devant moi, puis qui me dit, je t'écoute parler, puis elle dit, T'as changé. est où la colère? Elle est disparu. Les chevaux l'ont emporté. De toxique à tonique, la liberté derrière la porte, le parcours d'une battante contre la violence psychologique. À quel endroit on peut se procurer ce livre? À la librairie moderne et sur le site mon site Internet. Bien, Élise Pratt, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres projets de livres prochainement? Oui, mais j'en parle pas tout de suite. OK, c'est très bien. Ça, il faut être un peu cachetière. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir reçu. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et pendant que François pratique ses plongeons aux îles Galapagos du haut des volcans, nous, on parle de Hockeycraft Hockeyville du concours à l'Arena Marcel Larocque. Régent Lamotte, le directeur, est avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Si
Si je vous parle du concours Craft Hockeyville, c'est peut-être une expression, quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Ça existe quand même depuis quelques années déjà. Et on a, nous, ici, dans la région, l'Aréna Marcel Larocque, qui a tenté à quelques occasions de frayer son chemin. C'est un concours national important. Ce qui est un peu curieux, c'est que la dernière ville au Québec qui a remporté ce concours-là remonte à 2008. Donc, on est en train de dire finalement que le Québec est un peu dû. Puis comme ça fait 2-3 fois qu'il s'essaye, bien, ça serait peut-être le tour à l'Aréna Marcel Larocque à Iberville. On en parle avec Régent Lamotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Pour expliquer aux gens, là, le concours Craft Hockeyville, c'est quoi dans les faits? C'est un concours canadien. En fait, c'est plus un concours de communauté, je vous dirais. Ouais. On dit des concours d'aréna, mais c'est les communautés qui se mettent en œuvre pour pouvoir promouvoir une aréna de quartier. Alors, nous autres, on a fait ça l'an dernier. Puis on se réessaye dûment cette année. On l'espère pour la dernière fois, puis faudrait. Bon, la candidature gagnante a le privilège d'accueillir un match pré-saison de la Ligue nationale de hockey en 2022. Mais il y a aussi surtout une somme de 250 000 pour des travaux d'amélioration à l'aréna. Donc, c'est quand même un montant appréciable où les dépenses sont quand même assez chères. Là. Oui, quand même. Évidemment, le match de hockey aussi, c'est quand même c'est un événement. Oui. 250 000 maintenant, c'est vite dépensé, mais c'est sûr qu'on trouverait des idées, on en a. Là. On est dans un plan triennal, même quinquennal, fait que 50 ans d'histoire. Quand vous regardez les candidatures qui se rendent en finale ou celles qui ultimement gagnent, qu'est-ce qui est regardé par les gens qui décident, le jury là, du concours? C'est quoi qu'ils regardent comme argument pour les convaincre? Là? Je vous dirais qu'ils regardent une belle histoire. Il y en a que c'est des tragédies qu'ils ont eues dans certains villages. L'an dernier, en fait, c'est un incendie qu'il y a eu dans les Premières Nations, leur aréna. Il y avait eu un incendie, fait qu'il y avait une histoire qui était avec ça. Nous autres, on promouvoit le 50e anniversaire, l'histoire que l'aréna, la communauté auquel on est proche. Là. Fait que c'est vraiment l'histoire qu'ils vont regarder là, pour faire les nominations. Ouais. OK. Quand on regarde ça, dans le fond, il faut que les gens participent. Là, parce que là, dans le fond, on a jusqu'à maximum 3 avril. Il faut aller sur le site web www.hockey-ville.ca. Et là, un coup qu'on est rendu sur le site, qu'est-ce qu'on doit faire pour promouvoir la candidature de l'Aréna Marcel Larocque? Premièrement, c'est de trouver l'aréna. Alors, vous faites juste marquer Marcel dans le moteur de recherche et là, ça va sortir quelques arénas dont Marcel est le prénom. Il y en a 2 ou 3. Trouvez l'aréna Marcel Larocque. Vous vous inscrivez, il faut s'inscrire, des petites questions rapides. Et ensuite, bien, juste ajouter une histoire, parce qu'on a droit à une histoire par candidature là, que vous faites et 5 photos. Le plus payant pour nous, c'est de rajouter une histoire. Ça nous donne 10 points. C'est 3 questions. Vous répondez 3 questions rapidement, puis ça nous aide énormément. Parce que là, dans le fond, de ce que je comprends, le dossier de candidature, il est évalué comme 80 à 20 Oui. Juste pour que je me trompe, dans le fond, le 20 de la note, ça se trouve être quoi? Ça va être les candidatures qu'on fait. Là, puis le reste, Votre ça va être vraiment cahier de l'histoire candidature, c'est ça. que le monde, le craft se laisse une bonne Mais marge. 80 de la note, c'est ce que le monde raconte. Oui. C'est ça qui est payant. Là. Ben oui. Parce que oui, les photos, mais vraiment, l'important, c'est vraiment de se rendre sur le site. Parce que l'an dernier, on a fait une belle promotion. Le monde, on a fait beaucoup de vidéos. Le monde a liké, partagé sur Facebook, mais pour le concours, ça ne sert absolument à rien. Il faut vraiment se rendre sur le site de Craft Hockeyville. Oui, OK. Ouais, c'est là le défi. Ouais, je comprends votre affaire. Vous dites, OK, c'est bien beau mettre ça là, sur Facebook, puis partager, puis commenter, mais ça ne donne rien. Là. Non. Parce qu'ultimement, c'est à l'autre bout qu'il faut que ça rentre. C'est ça. On a eu beaucoup de visibilité, mais c'était le problème de l'an dernier. Là, en fait. Mais quand même, l'an dernier, on dit que vous avez eu 641 publications. Oui. C'est quand même du monde qui se sont donné à peine d'écrire et tout ça. Là. Oui, puis on les remercie, puis j'espère qu'ils vont être de retour cette année, puis en mettant plus encore. On était très près l'an dernier. On a rempli une feuille à la fin, là, que pas toutes les villes remplissent, qui demandait des détails techniques. Là. C'est quoi l'année de vos bandes, le nombre de pieds bougies dans l'aréna pour recevoir le fameux match. Moi, quand j'ai rempli ça, j'y ai cru. Là. On y a tous cru, en fait. Mais ça, ce que ça veut dire, quoi, c'est quand tu es rendu à cette étape-là, c'est parce que là, tu as passé à une étape, quoi? Pas nécessairement. Ça veut dire qu'on a attiré le regard de Craft pour que le Craft nous demande ces informations-là. C'est qu'on avait attiré le spotlight sur l'aréna Marcel Larocque. Okay. Fait que peut-être qu'il y en a 5 dans l'Est du Canada, 5 dans l'Ouest du Canada qui les remplissent, mais assurément que c'est pas tout le monde qui remplisse ces papiers-là. Quand j'ai rempli ça, moi, on y a tous cru. Là. Fait qu'on était très près, je pense. Je sais qu'au Québec, on était numéro 1. Quand même. Fait que là, cette année, on l'a fait à huis clos l'an passé avec personne dans les lieux.
Là, cette année, avec le monde de retour... Avec la pandémie, c'était plus compliqué, disons. Bien, c'est ça. Puis là, tout récemment, le monde sont de retour à l'aréna. Les spectateurs, les joueurs, les petits joueurs, les patineuses, les patineurs. On se croise les doigts, là. C'est le temps de nous aider. L'aréna, dans le temps, on l'appelait quoi? Le Palladium, c'est ça? Ouais, ça a été l'aréna régionale, le Palladium, et pour finir avec l'aréna Marcel Larocque. Marcel Larocque. Marcel, que j'ai bien connu. Salut son fils, Denis. Mais c'est un aréna qui a été construit en 71. Ouais. Ce qui est un peu particulier, contrairement à d'autres arénas, c'est que ce n'est pas un aréna municipal dans le sens de municipal appartient et géré par la ville. Ça a toujours été un aréna qui était géré par et pour la communauté. Oui, il y a une affiliation avec la ville, là. Oui. Mais c'est ça qui différencie un peu, là. Oui, on est un organisme sans but lucratif depuis le tout début. Oui, une affiliation, la ville de Saint-Jean nous aide, c'est nos meilleurs partenaires, on collabore avec eux autres, mais historiquement, depuis le début, on est un OSBL depuis le tout début. Là. Fait que la communauté... Juste ça, à la base, c'est déjà un fait en soi, parce que c'est un aréna il y a une âme, parce qu'il y a du monde qui, en 71, ont décidé de se mettre ensemble puis de se bâtir un aréna qui est autogéré, dans le fond, par l'organisme à but non lucratif. C'est ce qu'on essaie de mettre dans la candidature, un peu l'âme, la communauté. C'est un grand succès d'avoir un OSBL qui subsiste pendant 50 ans et on espère encore un autre 50 ans. Mais l'idée, dans le fond, c'est d'aller chercher des histoires, j'imagine, des gens qui ont pu fréquenter l'aréna dans les années 70, 80 jusqu'à aujourd'hui, qui ont probablement leur petite histoire du temps, qui étaient Pee-wee, Bantam, qui ont fait du patinage artistique, qui ont peut-être été sur le conseil d'administration, qui ont vécu toutes sortes d'histoires à raconter. C'est ça, dans le fond. Ben oui, puis ça se transmet de père en fils, de fille en mère aussi. Là. Les premiers coups de patin, souvent, se sont donnés au tout début. Puis là, il y en a qui ont coaché. Vous dites qu'ils sont dans le conseil d'administration et tout ça. On essaie de refléter cette histoire-là. En 2013, il y a quand même eu un investissement majeur de 7 millions parce qu'on a ajouté une glace. Oui. Le pire, c'est qu'en ce moment, dans la région, même si on a ajouté une glace, il en manque une pareille. Oui. C'est terrible pareil. Hein? Moi, je trouve ça fascinant. Là, ouais, pour une ville de 100 000 habitants, c'est sûr que là, c'est la population en demande. Je pense que oui. Je pense que... Et ça vous a quand même donné un gros coup de pouce là, d'avoir... Là, vous avez 2 glaces à gérer dans la vieille et la nouvelle partie. Oui. Mais même dans la vieille partie, est-ce que je me trompe, mais vous avez fait aussi des changements au niveau du système... Bien, en fait, c'est le même système de réfrigération. Ouais, il y a quelques années, les normes... environnementale nous forçait au Québec de passer soit au CO2 ou à l'ammoniac. Puis nous autres, ça a été le CO2 à ce moment-là, qui était très écologique. Là, mais, Puis là, si vous gagnez le concours puis qu'on vous donne 250 000, vous faites quoi avec? C'est pas les idées qui vont manquer, comme je dis. Qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment? Mais moi, je pense que notamment l'éclairage, passer au LED, ça nous aiderait. Parce que si on sauve, bien là, on va pouvoir réinvestir ailleurs. Mais il y a plein de choses. Là. Mais les salles de bain, les vestiaires... la toile réfléchissante. C'est des choses qui vont nous aider à économiser de l'énergie aussi. Mais je pense que passer au LED, ça serait quelque chose que tout le monde verrait du premier coup d'œil. Bien, l'éclairage est meilleur. Oui. Puis ça ne crée pas de chaleur, on sauve de l'énergie, puis ça passe, excusez-moi l'expression, mais ça passe un 10 cents. Tu pars de la lumière, puis ça... Maintenant, je pars les lumières, il faut que je me prépare. Là. Je pars les lumières. C'est-tu long? On attend, ça monte tranquillement, mais avec les LED, c'est instantané. C'est automatique. Ouais. Et là, avez-vous le même système d'éclairage dans les 2 patinoires? Oui, bien, c'est pas la même intensité de lumière, mais ce n'est pas au LED de l'autre côté. Mais c'est pas au LED, non plus. Non. Mais ça a beaucoup évolué, là, 7 ans, 8 ans. C'est comme si 2013, comme c'est loin, là, mais c'est loin. Ben, c'est proche, mais c'est loin quand même. Pour cette évolution-là qu'il y a eu dans le domaine des lumières au LED, là, c'est... Et là, s'il y avait un match préparatoire de la Ligue nationale, on le ferait forcément dans la vieille partie où il y a des estrades? Bien, moi, je vais militer pour ma paroisse. C'est sûr que je préférerais que ça se passe à Iberville, mais la réalité, c'est que le concours, souvent, il y a des petites municipalités qui gagnent, qui n'ont pas la capacité de recevoir. On le fera au Colisée Isabelle Brassard? Peut-être. Ça a été le plan l'an dernier. J'ai dû demander à mon collègue Stéphane Boyer de remplir la même feuille que j'ai remplie. Fait que la Ville a rempli la même feuille parce qu'on y croyait, je vous dis, là, quand on a rempli cette feuille. Et les standards, c'est une question un peu bizarre, mais c'est quoi les dimensions des patinoires à Iberville ou au Colisée à Saint-Jean? En fait, c'est 200 par 85 qu'on a, qui est la grandeur réglementaire. C'est la grandeur Ligue nationale. Ouais, il y a juste le vieil aréna à Saint-Jean qui est plus un peu plus petit, puis là, il y avait le collège militaire qui là, sont éventuellement en travaux, qui c'était un petit peu plus petit, mais sinon, Colisée, puis... Okay, donc, vous avez la taille réglementaire? Oui. On pourrait. On y croit, moi, en tout cas, j'y crois. Donc, je le répète parce que c'est ça qui est important. Vous avez jusqu'au 3 avril
www.hockey-ville.ca, donc hockeyville.ca. Sur le site de Kraft Hockeyville, vous cherchez, vous allez dans le champ de recherche, vous tapez Marcel, vous allez trouver l'aréna Marcel Larocque. Vous créez un compte, là, ça doit demander... des petites questions, nom, adresse. Puis... nom, adresse, c'est tout vite ça. fait. Et là, une fois que vous avez créé le compte, c'est là que vous devez un peu bonifier, parler, raconter une histoire. Si vous avez des photos de l'époque... Oui. En fait, il y a 3 questions. On répond 3 questions, puis c'est vite fait. Je pense que le minimum, c'est 160 caractères ou 150 caractères. En tout cas, c'est vraiment pas long, là, vous répondez. Puis 3 questions, puis ça nous donne 10 points. C'est vite fait. Et là, après ça, évidemment, les candidatures vont être évaluées jusqu'au 23 avril. Et ensuite, il y a 4 communautés qui vont être retenues. C'est pas qu'on dit, c'est pas 4 arénas, c'est 4 communautés qui vont être un peu comme soumises au vote final qui va se tenir les 6 et 7 mai afin de déterminer, évidemment, la candidature gagnante. Mais ils vous connaissent déjà. Bien, je pense que oui. Oui. On espère attirer le regard encore cette année puis de passer à l'étape suivante. 50 ans d'histoire pour l'aréna Marcel Larocque à Iberville. Jamais 203. Participation au concours Kraft Hockeyville. Bonne chance. Merci à vous. Ça fait plaisir. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est actuellement en appel de projet pour de l'art éphémère. Donc, si vous êtes parmi ces artistes, vous avez des idées de projets, il y a un délai, évidemment, que vous devez respecter. Pour aller chercher cette fiche d'inscription, allez tout simplement sur le site maculture.ca. À demain. Bye-bye.